toutes et à tous, je suis Chloé Lemont et je vous souhaite la bienvenue à l'émission cette semaine dans D'autré. Donc, durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. À l'affiche cette semaine, la semaine de la persévérance scolaire à travers le Québec a eu lieu du 15 au 19 février 2021. On parle des différentes activités pour cette semaine spéciale avec Anne-Marie Picard, directrice générale du Creval. Bianca Saint-Georges, qui est une joueuse de soccer, a été invitée au camp d'entraînement de l'équipe nationale féminine en février dernier. On parle de cette belle expérience et on sait aussi que présentement, elle joue pour les Red Stars de Chicago, un club de soccer professionnel féminin. Daniel Côté, premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé, nous parle des différents enjeux des municipalités. Marie Saint-Amand, directrice générale de Corporation du patrimoine de Berthier, nous parle de l'ouverture des appels de dossiers pour la programmation estivale 2021 de la Chapelle des Culs-de-Berre. Ariane Cardinal, conservatrice de l'éducation et responsable de l'offre culturelle du Musée d'art de Joliette, nous parle de la programmation actuelle et estivale du musée. La Fondation pour le cancer du sein du Québec propose désormais de nouvelles capsules éducatives gratuitement qui vont porter sur la génétique et le cancer du sein. Nous en avons discuté avec Ida El-Hajar, qui est vice-présidente investissement et promotion de la santé pour l'organisation. Le Réseau des femmes d'affaires du Québec s'est vu octroyer une contribution financière de 1,2 million par le gouvernement du Québec lors d'une conférence de presse que nous avons couverte. Et on termine avec la chronique astrologie de Xavier Lemire. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles quotidiens et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans D'autré. Sur ce, bonne émission et bonne semaine. La semaine du 15 février, donc là, c'est tout le reste du Québec qui se joint à la Naudière. C'est la semaine officielle de la Journée de la persévérance scolaire. La thématique cette année, c'est un moment pour eux. Donc, on invite les adultes à prendre un moment pour les jeunes puis les adultes qui sont en formation, pour les encourager, pour les aider, leur donner un peu d'énergie pour terminer l'année. On sait aussi que ce mois-là, c'est un mois difficile pour les jeunes. La semaine de relâche n'est pas arrivée. Il commence cette année de l'hiver, donc c'est pas pour rien que ça a lieu la 3e semaine de février. Et là, c'est la semaine Laurent Duvernay-Tardif. J'aurais dû apporter mon ballon de football. Donc, il va y avoir un message de Laurent aux jeunes. Là, ça fait 3 ans que M. Duvernay-Tardif est porte-parole des Journées de la persévérance scolaire. On sait que c'est une cause qui lui tient à cœur. C'est un homme qui est quand même assez polyvalent, qui a beaucoup d'intérêt, qui est encore aux études malgré qu'il a 2 emplois. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a un discours pertinent à cet égard-là. Il va y avoir un message d'encouragement. Puis il y a aussi un événement qui est organisé dans cette semaine-là. Depuis le mois de janvier, les écoles au Québec ont été informées. M. Duvernay-Tardif organise un événement web. Les classes qui sont inscrites vont pouvoir s'y brancher. Et il y a même des classes là, qui ont eu l'occasion d'envoyer des questions qui vont être posées en direct lors de l'événement. Okay. Au niveau des outils à expérimenter, mais là, c'est de l'abondance. Il y a beaucoup d'outils sur le site du Creval là, pour afficher notre participation aux Journées de la persévérance scolaire dans les réseaux sociaux, les signatures cours web, nos avatars. Vous en savez probablement plus que moi là-dessus. Mais on a aussi beaucoup de jeux sur le thème de la persévérance scolaire. Des boggles, des mots cachés. Donc, il y a des chroniques aussi qui vont être partagées, qui vont être diffusées par nos villes et municipalités lanaudoises. C'est le creval.org, là, notre site Internet. C'est vraiment l'endroit là, pour aller chercher tous ces outils-là qui nous permettent de jaser persévérance et réussite, mais dans une activité amusante. Parfait. Donc, tu as été invité au camp d'entraînement de l'équipe canadienne. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça a toujours été un but pour moi d'avoir cet accomplissement. Donc, c'est sûr que ça vaut beaucoup, mais ça fait juste que commencer. Donc, c'est juste pour build, c'est juste pour le momentum, dans le fond. OK. Puis... je dirais que c'est un camp où est-ce qu'il y avait beaucoup de nouvelles joueuses. Fait qu'on ressentait l'énergie que la plupart d'entre nous, on vivait quelque chose de gros et de nouveau. Fait que c'est ça qui faisait que c'était super cool. Puis même chaleureux, on dirait qu'on était tous là, ensemble.
Je suis revenue à Chicago dans mon équipe professionnelle OK. parce que je me suis blessée en camp. Donc, j'ai dû retourner à Chicago pour prendre soin de ma blessure. Mais c'est ça. C'est une mauvaise chance, mais on va prendre ça, on va prendre le bon côté des choses, puis je vais essayer d'apprendre beaucoup de ma blessure. Donc, c'est quand même. correct. Je vais bien, du moins. Et ça, c'est quand même une belle expérience, j'imagine. Je pense que tu avais mentionné que Christine Sinclair, c'était une de tes idoles, puis là, tu as pu faire un camp avec elle. Là, c'est quand même. C'est ça, elle non plus n'était pas au camp, on n'a même pas pu se rencontrer, tu sais. Mais j'ai rencontré d'autres joueuses que je respecte énormément, fait que ça a été super. Mais, tu sais, avec comment le camp se déroulait, je sais que je vais avoir un retour et je vais pouvoir me prouver une autre fois. C'est juste que, c'est ça, des blessures, ça arrive et il faut juste que j'en prenne soin. C'est juste comme tout le monde vit ça, fait que c'est juste plate que ça m'arrive à mon premier camp. Oui, c'est ça, c'est dommage. Surtout, j'imagine, après, tu sais, on est quand même en pandémie, là, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent quand il y a une nouvelle comme ça, fait que tu veux comme continuer d'être dans les bonnes nouvelles, là. C'est ça. Je comprends. Tu as fait aussi tes premiers pas cet été avec ton équipe à Chicago. Comment as-tu vécu ça? C'est vraiment pas à quoi je m'attendais. C'est mieux. Okay. Je vais commencer par dire que c'est beaucoup mieux. Le niveau est exemplaire. Pour vrai, je pensais pas être dans un niveau qui allait être aussi professionnel que ça. Déjà, je trouvais qu'en université, on traitait ça pas mal professionnellement. Moi, je suis allée à West Virginia, puis la manière la culture de l'équipe, c'était très professionnel. Puis je m'attendais à similaire, mais c'est un autre niveau. C'est vraiment des gens qui ont de l'expérience, du bagage. Chaque moment c'est ça, c'est un niveau professionnel d'un point de vue nutrition. Comment tu prends soin de ton corps, ce que tu fais dans ton temps libre, c'est next level. Fait que pour moi, c'est super inspirant, puis ça m'a juste poussé à continuer à avoir cette attitude. Puis la manière que j'ai approché mes matchs, le feeling était différent parce que j'avais l'impression que je suis partie d'une équipe universitaire où est-ce que j'étais un leader, puis je suis rentrée dans une équipe où est-ce que je suis nouvelle, puis j'avais de la misère à faire avoir les relations avec mes coéquipières en partant parce que tu rentres dans une nouvelle équipe, mais l'énergie, ça se sent, puis ça prend ça vraiment au sérieux. Fait que tu rentres dans le groupe, puis ça va bien. Donc, je peux dire que j'ai vécu ça d'une belle manière. Ça a été super accueillant, mais aussi c'est un niveau professionnel où est-ce que la barre est haute. Parfait. Puis présentement, là, tu es blessé, mais avec la pandémie, est-ce que vous avez quand même des entraînements ou des matchs de cédulés, des choses comme ça qui vont arriver? Ou... Oui, c'est ça. Avec Chicago, on est présentement en pre-season, donc on s'entraîne avant la saison. Puis c'est à tous les jours, on a quelque chose. Donc on s'entraîne et on va avoir des matchs hors concours qui s'en viennent. Puis la saison, je pense qu'elle commence en avril. La cédule n'est pas sortie spécifiquement, mais ça s'en vient. Puis ça va être une longue saison cette année, compensée pour l'année passée. Ah, OK, je comprends. Au moins, c'est positif si vous avez une saison. Parlons un peu de ton parcours sportif. Là. Je sais que tu as joué pour le Laser, que tu as joué, c'est ça, dans la région. Oui. Je pourrais dire que ça a été dans les plus belles années de ma vie, jouer avec le Laser de Joliette. On était vraiment une grosse famille. On a vécu des moments où est-ce que, tu sais, avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, avec les Coupes du Monde, même l'équipe nationale, ce que je vivais à 14 ans, c'était aussi gros pour moi. Là. C'était vraiment des beaux moments. Puis c'est à ces moments-là que je réalisais que les possibilités étaient à l'infini. Tu sais, il pouvait y avoir tellement d'expériences à vivre. Surtout dans mon sport, puis ça m'a juste motivée à chercher ces moments-là. Fait que le laser a vraiment été une grosse fondation pour moi, pour mon futur, pour vouloir me développer, puis surtout le sens de l'équipe.
On avait, comme je l'ai dit, c'était comme une famille avec le laser. Fait que ça m'a poussé à vouloir avoir ce sentiment-là avec mon équipe. De vraiment être tous ensemble pour un but. Puis, c'est ça, quand j'étais avec le laser, après ça, c'est pas mal là que ça a terminé quand je suis allée à l'université. OK. Parce qu'on joue, dès que j'arrive à l'université, on joue plus vraiment un club. Ah, ouais. Puis c'est ça, ça se termine. Puis c'est à l'université que j'ai vraiment développé en tant que joueuse au niveau soccer. On dirait que quand que je grandissais plus jeune, je développais en tant que joueuse de soccer, mais aussi en tant que personne, puis mon caractère. Puis c'est rendu que quand je suis rendue à l'université, j'ai pu appliquer ce que j'ai appris en grandissant, être très disciplinée, déterminée aussi. Puis c'est ça. À l'université, j'ai pu flourish. Désolée, j'ai de la misère à trouver mes mots, mais Je comprends. c'est là que j'ai vraiment grandi. Puis avoir été repêchée par Chicago en 2019, ça a été le moment marquant d'un nouveau chapitre de ma vie. L'Union des municipalités du Québec regroupe plus de 350 municipalités au Québec, de toutes les tailles, dans toutes les régions. Bref, c'est assez hétéroclite comme membership au niveau de l'UMQ. On a un conseil d'administration composé d'une cinquantaine de maires, un exécutif où on est une vingtaine là-dessus. Okay. Puis on s'occupe de tous les enjeux qui transcendent, si on veut, la réalité municipale. On va s'impliquer autant dans les dossiers de développement économique que dans les dossiers de garderie, que dans les dossiers d'aéroport, que dans les dossiers de changement climatique, d'environnement. On travaille à peu près dans tout parce que de nos jours, les municipalités ont le nez dans tous les dossiers. Donc, c'est un peu ce qui fait en sorte qu'on travaille tous ensemble sur plein de dossiers et que l'UMQ vient un peu regrouper ces forces-là. Est devenu une grosse porte d'entrée assez intéressante auprès du gouvernement. On essaie toujours de travailler de façon constructive avec le gouvernement. C'est pour ça qu'on arrive avec plein de recommandations. On n'arrive pas avec des récriminations, on n'arrive pas en chialant. On arrive avec des items qui peuvent changer des choses concrètes dans la vie de nos citoyens. Puis on arrive non seulement avec les problèmes, mais on arrive avec des pistes de solutions. Donc, c'est notre façon de travailler un peu. Fait que voilà. Parfait. Merci. Le 8 février dernier, vous avez présenté vos recommandations au ministre des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires en prévision du dépôt du budget du Québec 2021-2022. Ça fait quand même long comme introduction. Mais pouvez-vous m'en parler un peu de c'est quoi ces recommandations-là? Oui, avec plaisir. Au fond, c'est qu'on a pris les dossiers qui étaient les plus prioritaires dans le milieu municipal à la grandeur du Québec. Quand on parle du milieu municipal, évidemment, on parle du palier de gouvernement le plus proche des citoyens. Donc, on vise toujours à avoir un impact significatif sur la vie de monsieur, madame, tout le monde dans nos municipalités. En tout, là, on a regroupé nos recommandations en 4 axes. Okay. Donc, je peux décliner les axes assez rapidement, puis on pourra aller en profondeur sur les sujets de votre choix. Parfait. Donc, d'abord, on pense on pense que le gouvernement devrait offrir un meilleur soutien aux citoyens en situation de précarité. Par exemple, au niveau de mieux outiller les services de police dans les cas de santé mentale, au niveau des logements sociaux, au niveau du programme de Réno-Région pour les personnes qui ont moins de moyens financiers que la moyenne. Ça, c'est un volet. Un deuxième volet, c'est l'appui aux entreprises pour relancer l'économie. Dans ce cas-là, on parle plus dans le fond, de favoriser le commerce virtuel, par exemple, ou les achats en ligne, etc., auprès de nos commerçants, plutôt que de toujours encourager les géants mondiaux comme Amazon. Donc, il y a moyen de développer des techniques pour nos entreprises. Le troisième volet, c'est l'investissement en infrastructures. On inclut les garderies là-dedans, les infrastructures sportives, le transport collectif, l'Internet haute vitesse et j'en passe. Et le quatrième volet, c'est l'optimisation des institutions municipales, notamment des enjeux au niveau de l'optimisation du service 911. On parle de regroupement de services entre les municipalités également. Donc, ça résume un peu l'ensemble du portrait, mais évidemment, il y a plein de sous-sujets qu'on pourrait aborder aussi. OK, parfait. Oui, c'est ça. Si, mettons, on fait plus concrètement dans ces axes-là, pour donner une idée, c'est ça, plus concrète aux citoyens. Parfait, bien, il n'y a pas de problème. Si on parle, par exemple, du programme Réno-Région, je suis certain qu'il y a plein de gens dans votre territoire qui bénéficient de ce programme-là. Souvent, il est sous-financé. Okay. En fait, si je me fie à l'expérience, je n'ai pas l'expérience des 87 MRC au Québec, là, mais chez nous, je sais qu'il y a toujours énormément plus de demandes que ce que d'argent dans les enveloppes. Par exemple, on reçoit en moyenne
par appel de projet, environ 80 demandes d'aide de citoyens qui veulent rénover leur maison et profiter de ce programme-là, des citoyens qui sont souvent dans une situation de vulnérabilité. On reçoit à peu près 80 demandes, mais on a de l'argent pour en réaliser 10 ou 12 projets. Donc, on répond à peu près au 1/8 des besoins. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Dans les territoires que je connais, c'est beaucoup comme ça. Chez vous, je ne sais pas exactement si ça répond à la demande, mais je serais bien surpris que les enveloppes soient assez généreuses chez vous également. Donc, vous voyez, c'est un exemple très concret de choses qu'on demande pour aider aux citoyens. Si on parle de place en garderie, par exemple, dans un tout autre domaine, là aussi, les besoins sont criants à la grandeur du Québec. Tous les maires à qui je parle me le répètent et me le disent. Il faut qu'il y ait d'investissements en garderie. Je vous donne un exemple, encore une fois. Sur les listes officielles du ministère de la Famille, il y a 46 000 enfants qui sont en attente d'une place en garderie. À la grandeur du Québec, 46 000. Le dernier appel de projet du ministre ouvrait pour 3 000 places. Oh mon Dieu. Donc, vous voyez à quel point on est un peu en porte-à-faux. Et là-dessus, le ministre a sorti hier ou avant-hier en disant que le cadre dans lequel il doit travailler au niveau des services de garde, que son cadre de travail est désuet, il veut réformer le système. Puis là-dessus, on travaille avec lui, ça c'est clair, pour réformer le système, avoir plus de place, plus de flexibilité, plus d'agilité dans le réseau des places en garderie. Donc, c'est des trucs qu'on a plaidé aussi auprès du ministre des Finances. Bon, l'UMQ défend les différents enjeux des municipalités. Pouvez-vous me parler un peu, c'est quoi les enjeux prioritaires? Là, j'ai vu qu'il y avait le transport, là, qu'il y avait des enjeux au niveau du transport. En fait, c'est toujours difficile d'y aller avec les priorités absolues, tellement il y a beaucoup de dossiers prioritaires. Je vous dirais, dans les derniers mois, là où on a mis un gros focus, c'est sur le dossier des garderies, dont on se parle aujourd'hui aussi. Les dossiers qui sont classiques, là, qui reviennent année après année. Internet haute vitesse, les cellulaires en région. Ça revient tout le temps. Puis là, avec la pandémie, bien, c'est venu exacerber ce problème-là encore plus, avec le télétravail et tout ça. Donc, ça, c'est un dossier qui revient continuellement. Dans les autres dossiers qu'on voit souvent apparaître dans le transport, on a un comité sur le transport ferroviaire, un sur le maritime, un sur l'aérien. Récemment, on a forcé un peu la note sur le dossier du transport par autocar, quand Keolis et d'autres transporteurs ont annoncé qu'ils se retiraient de certaines régions. Finalement, ils ont viré de bord parce que le ministre a mis des sous. Là. Mais quand même, il a fallu s'impliquer dans ce type de dossier-là également. C'est difficile de sortir les priorités absolues. Quand on parle aux gens du centre-ville de Montréal, la priorité absolue de l'UMQ va être davantage dans le transport collectif. Exact. Mais quand on tombe dans une région éloignée, comme chez nous en Gaspésie, on va parler plus de transport aérien, ou puis chez nous, c'est peut-être les garderies qui vont sortir en premier ou l'Internet haute vitesse. Mais nous, on regarde, on a une série de priorités, on essaie en fait, on les priorise en fonction des désirs des membres, en fonction de la réalité de chacune des régions. OK, parfait. Merci. Puis, il y a eu, en fait, là, à cause de la pandémie, l'ovation municipale de l'UMQ a été annulée. Donc, vous avez refait comme l'édition 2021, que c'était l'édition 2020, en fait, que vous avez refait. Par des municipalités, mais c'est terriblement varié. Je vous donne un exemple. Ma ville, Gaspé, a déjà eu une reconnaissance au niveau de l'aménagement du territoire parce qu'on avait été innovant en adoptant une charte du paysage. Une charte pour protéger les paysages. C'est la première fois qu'une municipalité a adopté ça au Québec. C'est intéressant en termes de... pour le niveau de l'UMQ, on trouvait ça intéressant parce que c'est... d'une part, il n'y a personne qui avait jamais fait ça, puis la protection des paysages est essentielle au développement touristique, par exemple. Donc, on a intégré ça dans notre réglementation d'urbanisme. Bon, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples qui sont au niveau de l'aménagement 2.0, des parcs, des aires de jeu ou des trucs de ce genre-là, vraiment complètement dans un autre domaine. Il y en a d'autres qui sont d'innovation en transport collectif. Par exemple, la première régie de transport collectif qui a mis en place des véhicules électriques. Bon, ça, c'était innovant à ce moment-là. Mais ça l'est un peu moins, parce que là, à peu près tout le monde est en train de se convertir. Les premiers qui l'ont fait, on les retient. D'autres éléments, par exemple, au niveau de la transformation des matières résiduelles. Les premiers qui ont fait de la valorisation du recyclage du verre. C'est un enjeu majeur dans les centres de tri. Les premiers qui ont fait ça ont eu des reconnaissances. Ça vous donne une idée à quel point c'est varié comme champ. Mais ça prend toujours des instigateurs, mais ceux qui osent avancer en innovant, en proposant des nouvelles façons de faire, c'est ceux-là qu'on les reconnaît et leur donner une belle tape dans le dos. C'est ça. Puis là, je pense qu'il y a aussi une section, si je peux dire ça, là, COVID-19, là, pour ceux qui se sont démarqués dans la pandémie.
Exactement, exactement. Là, je n'ai pas d'exemple concret qui me vient Ouais. en tête, mais ça a été encore une fois hyper varié. Il y en a qui c'est de l'innovation au niveau de leur système de transport collectif, qui ont pu prévoir des trucs spéciaux, là. Par exemple, en retirant les billetteries, en retirant l'argent liquide, puis en fait, des éléments de contamination potentielle. C'est un exemple. Il y a sans doute mille et un exemples, je ne les ai pas tous vus. Fait que je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas donner trop C'est ça, c'est comme d'informations que je n'aurais pas. ça, j'imagine, c'est toutes les applications, les choses qui ont été créées aussi pour le transport en commun. Tu sais, je sais que ça existe depuis un petit bout, mais quand même, en pandémie, ça l'aide à dire on prend notre billet, puis... Exactement. Fait que c'est souvent de l'innovation technologique qu'on va voir par rapport à la pandémie pour un peu, comment dire, dans le fond, à partir du moment où on n'a plus de contact physique potentiel, bien à ce moment-là, ben, c'est les technologies qui entrent en œuvre. Donc, je m'attends à voir beaucoup de projets en techno qui vont sortir dans le prochain hérite de la gestion municipale. Parfait. C'est ça, parce que là, vous prenez plus le projet. Effectivement, en fait, l'appel de projet a été terminé. Fait que là, il y a des analyses qui se font avec un comité. Puis les récipiendaires seront connus lors des assises annuelles de l'Union au mois de mai. OK, parfait. Ici Chloé Lemont en compagnie de Marie Saint-Amand, qui est directrice générale de la Corporation du patrimoine de Berthier. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Oui. Parfait. Donc, vous avez annoncé l'ouverture des appels de dossiers pour la programmation estivale de 2021 de la Chapelle des Culs-de-Berre. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui. Cette année, encore une fois, on a lancé toute une série d'appels de dossiers là, qui s'adressent autant aux artistes qu'aux intervenants culturels de la région, mais aussi plus largement là, de partout au Québec. Puis on est aussi ouvert également là, aux propositions de commissaires qui voudraient présenter des projets, donc on est vraiment ouvert à tout. Donc, on a 6-7 appels pour une grosse programmation qu'on prévoit. On a tout d'abord 2 expositions en art visuel. Donc, ça s'adresse à des artistes professionnels. C'est pour la programmation intérieure de la Chapelle des Culs-de-Berre. Puis, c'est des expositions d'une durée d'1 mois. Donc, une exposition tout le mois de juillet, puis une autre tout le mois d'août. Ensuite, pour une 3e année consécutive, ça, on est très content que ça revienne, c'est notre programme de résidence d'artistes émergents. Donc, ça, c'est super intéressant, ce projet-là. Déjà, c'est ça, ça va être notre 3e année. Ça s'adresse à tout artiste qui est en démarrage de carrière. Ça peut être quelqu'un qui est au bac ou quelqu'un, justement, qui est en train de faire sa maîtrise, qui n'est pas encore tout à fait là, professionnel, mais qui s'en va vers ça. Et puis, donc, ça leur offre une opportunité là, de créer des nouvelles œuvres dans l'environnement unique de la Chapelle des Culs-de-Berre. Donc, le concept de ça, bon, l'année dernière, ça a été un petit peu différent à cause de la COVID, mais là, cette année, on espère qu'on va pouvoir reprendre la même formule. L'idée, c'est que l'artiste s'installe vraiment dans la chapelle. Tout le mois de mai, il installe son studio de création, puis il crée un projet avec la collaboration de la communauté. Okay. Donc, c'est un atelier en mode porte ouverte. Les gens peuvent venir le voir, rencontrer l'artiste, échanger, peut-être aussi créer un petit peu avec lui. Donc, ça dépend toujours là, des projets qu'on va recevoir, mais c'est ça l'idée. Et puis, l'exposition, donc la résidence, ça dure 1 mois. L'exposition, ensuite, c'est tout le mois de juin, l'exposition du projet. Alors, on a ça. Ensuite, on a un appel pour un ou plusieurs projets artistiques extérieurs. Donc là, on est plus dans du land art. Okay. C'est des projets qui doivent être éphémères. Donc, ils vont durer juste tout le temps de la saison, donc de juin à septembre. Okay. L'année dernière, on avait eu 2 installations, puis une 3e petite à la fin de la saison. Ça, c'est super vraiment intéressant. Les gens viennent, ils peuvent s'amuser dans les installations, se promener, c'est très ludique. Donc ça s'adresse encore une fois à tout artiste là, d'exception qui aurait une proposition à nous faire. Le document est très bien illustré pour ça. Là, on a des plans, on a des zones, on explique où est-ce qu'on aimerait avoir des projets. Alors, il y a ça peut varier de 1 à 3 projets, tout dépendamment de ce qu'on va recevoir puis des coûts de chacun des projets. Ensuite, on a un concert. Okay. Ça va être un concert qui va clôturer la saison en septembre. On est ouvert à tous les genres musicaux, mais on aime ça faire découvrir aux gens là, des genres musicaux d'un petit peu plus inusités, là, d'avant-garde ou underground. Puis finalement, on a un appel pour un projet artistique de médiation culturelle. Donc ça s'adresse vraiment à tous les domaines de la culture, art visuel, art médiatique, danse,
art performance, littérature, musique, cinéma, art traditionnel, c'est vraiment ouvert à tout. Tout le monde peut déposer là-dedans. Dans le fond, l'important, c'est que le projet se réalise sur une période de temps déterminée, donc tout l'été, et en collaboration avec la communauté. La personne peut s'associer avec un organisme communautaire, peut faire ses propres recherches, mais le lien doit être là, avec la communauté. Et puis, à la fin du projet, il doit y avoir aussi une présentation qui est faite sous la forme que l'artiste choisira. Ça peut être un spectacle, un concert, ça peut être une exposition, un court-métrage, un livre, n'importe quoi. Donc, le projet, c'est vraiment, doit venir à échéance là, à la fin de la saison avec un produit final. Donc, puis ça, c'est très, très, très intéressant, ce projet-là. Là, avec l'année dernière, on a fait Fury, le spectacle de danse contemporaine qui était basé exactement sur ce modèle-là. Puis ça a été un succès, là, autant pour les participants que pour les artistes, que pour les gens qui sont venus voir le spectacle. À la fin de ça, on a eu 306 spectateurs au total en 3 jours. Fait qu'on, c'est vraiment un succès. Ça a vraiment été un beau projet. Donc, on refait l'expérience. Donc, c'est ça pour nos appels de dossier pour cette année. Puis, on va avoir aussi là, d'autres projets là, pour lesquels on n'a pas lancé là, d'appels de dossier. Mais ça, je vous reviendrai là-dessus un petit peu plus tard quand on confirmera notre programmation. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Non, c'est ça. Parfait, merci. Les dates limites, oui, on a des dates limites. Donc, les appels de dossier, tous les appels de dossier doivent être reçus par courriel avant, au plus tard le 19 mars, sauf pour le projet de médiation culturelle qui est un petit peu plus, on demande un dossier un petit peu plus élaboré. Ça, la date limite, c'est le 2 mars, mais sinon, tout le reste, c'est le 2 avril, pardon. Sinon, tout le reste, c'est le 19 mars. Un peu. Parfait. Donc, 19 mars et 2 avril. Oui. Parfait. Donc, ça faisait pas mal le tour pour l'appel de dossier. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que... en fait, si les gens ont des questions, ils peuvent aller visiter notre site Internet. C'est la section de dossier. Tout est là, donc on a juste à choisir le projet qui nous intéresse. Et puis déjà, tout est écrit sur le site, mais on peut aussi télécharger un document PDF avec des petites cases à cocher là, pour être sûr qu'on a bien, là, parce qu'on demande vraiment un dossier complet, donc pour s'assurer que toutes les informations sont là. Puis sinon, les gens peuvent nous écrire via notre site Internet aussi s'il y a des questions, quoi que ce soit, on est là pour y répondre. Parfait, donc merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de dossiers, en tout cas, beaucoup de personnes qui... Oui. Des dossiers, c'est ça, c'est des appels de dossiers. Parfait. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les expositions qui sont en cours présentement au musée, c'est ça que vous disiez tantôt, que c'est des expositions qui étaient là à l'automne, qui ont fait le tour, qui sont quand même assez grosses, si je peux dire ça comme ça, là. Donc... Oui, donc on a l'exposition Regard en dialogue. Et puis... Cette exposition-là, elle est énorme. L'exposition qu'on présente, Regard en dialogue, c'est le collectionneur A.K. Prakash qui nous a offert donc une série de bronzes, de statuaires, là, c'est des petites sculptures de bronze de 3 artistes québécois extrêmement connus, donc Alfred Laliberté, Louis-Philippe Hébert et Marc-Aurèle de Foix-Suzor-Côté. Et puis, ces sculptures-là sont mise en contexte ou présentée à l'intérieur d'une installation d'un artiste québécois contemporain, Nicolas Fleming. Et c'est vraiment, il s'est inspiré, Nicolas, de la maison Antoine Lacombe, qu'on a ici, à Saint-Charles-Borromée. Donc, c'est une réplique de cette maison-là. Donc, on rentre dans la salle d'exposition et là, au centre, il y a la maison. Et les sculptures sont disposées un peu partout à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est magnifique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces sculptures-là, qui datent donc fin 19e, début 20e, présentent quand même certains stéréotypes, au niveau de la représentation des Premières Nations. On les présente donc évidemment à plumes, habillées en fait très dénudées là, avec des pagnes. Et donc, c'était une vision que les artistes, une vision très romantique, qu'avaient ces artistes-là, ou que les artistes voulaient représenter donc des Premières Nations. Et c'est important pour nous de donner la voix
à des Autochtones pour parler de ces sculptures-là, puisque c'est important de les mettre en contexte. C'est important de les présenter, ces sculptures-là, parce qu'elles sont importantes au niveau de l'histoire de l'art, mais c'est important aussi aujourd'hui, en 2021, de redonner un espace donc, aux Premières Nations et leur donner une voix. Donc, on a demandé à Eruoma Ottawa-Chilton, qui est une jeune Atikamekw de 16 ans. On a demandé aussi à Roger Echaquan, qui est également Atikamekw, qui est un conteur et un chaman, et à Nicole Obomsawin, qui elle est Abenakis-Wolinak, puis de nous parler de comment ils perçoivent les sculptures, comment ils perçoivent leur représentation des Premières Nations également dans l'art. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, on peut voir aussi dans cette exposition-là ces vidéos. OK. Ensuite, la deuxième exposition qu'on a, c'est un artiste qui s'appelle Joseph Tsiga, qui est un Cascadena, donc qui est un artiste des Premières Nations, et puis qui parle aussi donc un peu de l'appropriation culturelle. Et sa vision, elle est extrêmement intéressante puisque pour lui, tout n'est pas noir ou pas blanc. C'est vraiment une zone grise. Et c'est ce qu'il représente à travers ses œuvres. Et ça vaut vraiment la peine de voir là parce que c'est très coloré, c'est hyper dynamique et ça fait réfléchir. Donc, c'est super intéressant. Et là, vous voyez en fait que les deux expositions, elles dialoguent quand même toutes les deux. Tu sais, elles se parlent, elles se répondent. Elles parlent toutes les deux de l'appropriation artistique, l'appropriation culturelle. Donc, c'est de voir comment les deux expositions traitent du même sujet, mais de façon complètement différente. C'est l'occasion aussi donc de venir voir évidemment notre exposition permanente, Les Îles Réunies, où on retrouve une foule d'artistes d'ici et d'ailleurs, des œuvres d'autrefois et d'aujourd'hui, qui elles aussi dialoguent entre elles, donc ça c'est intéressant. On a aussi donc la nouvelle murale de l'artiste Eruoma Awashish, qui représente, en fait c'est son interprétation, ou c'est une murale qui est en l'honneur de Joyce Echaquan. Ah, OK. Donc, elle est venue au musée, elle a créé cette œuvre-là suite au décès de Joyce Echaquan. Et puis, c'est des ours, donc on retrouve le mari de Joyce, Joyce et leurs enfants. C'est une très grande beauté et les couleurs sont très, très dynamiques. Ça vaut la peine de venir voir cette œuvre-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Philippe Allard, qui est un artiste québécois, qui parle en fait de la crise environnementale au niveau du plastique. Et c'est super intéressant parce qu'il pose cette question, est-ce que la crise pandémique actuelle va avoir un impact sur la crise du plastique? On sait que les centres de tri débordent et que le plastique, il y en a partout dans nos vies. Donc là, la pandémie, tu sais, on utilise des masques jetables, les gants, les bouteilles de désinfectant sont en plastique. Il y a beaucoup de plastique qu'on utilise. Donc, ils en parlent. Et pour lui, le plastique, c'est un parasite. Donc, ça pullule, il y en a partout. Et si vous passez devant le musée, vous allez voir des magnifiques pastilles de plastique qui a comme envahi, parasité le musée. À l'intérieur aussi, on retrouve donc des œuvres dans les aires de circulation, dans les Îles Réunies, donc dans notre exposition permanente, des œuvres de plastique de Philippe Allard qui, eux aussi, envahissent, si on veut, ou parasitent, si on veut, le musée. Donc, c'est vraiment intéressant aussi à voir. Et il y a un beau propos là, sur le plastique, son utilisation, notre surconsommation de plastique. C'est cool, c'est en plus... Donc, ça fait pas mal le tour des expositions qu'on a actuellement. Parfait, puis pas en cours. À venir, là, j'ai vu qu'il y en avait 2, je pense, sur votre site web pour cet été, là, je sais pas trop avec la pandémie si vous allez les faire... Oui. Donc, on est ouvert. Donc là, pour nous, on continue, on planifie nos expositions à venir. Donc, cet été, je vous disais que cette saison, la thématique
c'est un peu l'appropriation culturelle, Mhm. l'appropriation artistique. Donc, les deux expositions dialoguent sur cette thématique-là. Cet été, la thématique, ce sera un peu revisiter les collections muséales. Donc, on a invité des artistes à venir repenser ou revoir ou réinterpréter des œuvres de notre collection. Donc, on a Chloé Desjardins. Son projet est vraiment intéressant puisqu'elle nous a demandé à des employés du musée, des bénévoles, des gestionnaires, donc des gens qui gravitent autour du musée, de décrire nos œuvres préférées. Et elle, à partir de cette description-là, elle va créer une œuvre. Donc, est-ce qu'elle reproduit la même œuvre ou est-ce qu'elle crée une œuvre qui s'en inspire de ce descriptif-là? Donc, ça va être vraiment très intéressant. L'autre exposition, c'est Martin Desilets, qui est un photographe qui est venu faire une résidence ici au Musée d'Art dans nos réserves et qui a photographié des œuvres, qui ensuite les superpose pour créer dans le fond une œuvre ultime à partir de toutes les, par exemple, les natures mortes du Musée d'Art de Joliette qui ont été photographiées, ben, il les superpose et il crée cette nature morte ultime du Musée d'Art de Joliette, de la collection. Donc, ça va vraiment être intéressant à voir et à visiter, mais ça, c'est cet été. Au fait, on voulait vraiment sensibiliser sur la génétique, c'est quoi, la démystifier, expliquer c'est quoi l'association entre un risque génétique et le développement d'un cancer du sein au cours de la vie d'une personne. Alors, avec notre conseillère en génétique à la Fondation, Nathalie Bolduc, on a fait ces 36 capsules pour vraiment expliquer du début le A à Z de la génétique et c'est quoi les ressources qui existent au Québec pour accompagner ces personnes. Chaque vidéo, c'est à peu près 2 à 3 minutes parce qu'on voulait quand même et pour que les personnes peuvent de temps en temps, s'ils veulent reprendre certaines informations, que ça soit bien fait de cette façon-là. Puis au fait, le feedback qu'on a reçu jusqu'à date, que c'était vraiment très apprécié de faire des vidéos courtes sur des divers thèmes de cette façon-là. Au fait, il y a deux types de capsules. Il y a vraiment les capsules éducatives où là, on explique c'est quoi la génétique, par exemple, et c'est quoi la transmission génétique, mutation génétique, c'est quoi un conseil génétique, etc. Mais on a aussi des témoignages. Donc, notre conseillère en génétique est allée vraiment recruter des personnes porteurs et porteuses de variants pathogéniques pour discuter de leur parcours, leur vécu, leur expérience, comment ils ont annoncé ça aux membres de leur famille ou s'ils ont des enfants, comment ils l'ont annoncé à leurs enfants. Donc, c'est vraiment aussi intéressant de voir des témoignages de personnes, pas juste le côté abstrait d'éducation, mais aussi le concret d'une personne qui l'a vécu. Exactement. Donc, c'est vraiment de sensibiliser sur qui devrait peut-être penser à passer un test génétique parce que c'est pas tout le monde. C'est quand même des cancers qui sont plus rares que la majorité de la population. Alors, il faut vraiment sensibiliser de dire qu'il y a des personnes qui sont à un risque plus élevé et comment ça va vous interpeller. Par exemple, est-ce que vous êtes une personne dont les membres de votre famille, il y a eu beaucoup de cas de cancer? Est-ce que les cancers étaient à un âge jeune, donc moins que 50 ans? Est-ce que les cancers étaient rares? Par exemple, le cancer de l'ovaire. Donc, il y a plusieurs critères qui sont établis pour dire, OK, peut-être cette personne-là vous devriez penser à voir un conseiller en génétique pour déterminer si vous en avez besoin de faire un test. On fait ça parce que on s'en va vers la médecine de précision qui va être la médecine du futur. Et un élément important de ça, c'est de comprendre la science de la génétique. C'est de commencer à mieux cibler les personnes qui sont plus à risque de développer le cancer. Et donc, ces personnes-là, comment on va les prendre en charge, comment le système de santé va prendre en charge ces personnes-là. C'est pas nécessairement le même
le même parcours qu'une personne qui a le risque de la population en général. Donc, c'est le message important à passer de dire que c'est pas pour tout le monde, on ne veut pas inquiéter la population en général. On essaye de vraiment expliquer pourquoi la génétique est importante et de cibler les personnes qui sont plus à haut risque de développer cancer. Et un autre message important, si on est porteur, ça ne veut pas dire qu'on va développer la maladie. Donc, ça, c'est aussi un message important pour ne pas alarmer les gens. Il y a des cas où des gens portent des mutations génétiques, mais tout au long de leur vie, ne vont peut-être pas développer le cancer. Donc, c'est sûr que la science évolue toujours et le cancer est une maladie multifactorielle. Alors, c'est important de mentionner ce. La génétique. L'ADN est l'alphabet utilisé pour écrire notre code génétique. Il contient 4 lettres, A, C, G et T. Cet ADN est organisé en sections nommées gènes. Les gènes sont les instructions pour chaque partie et pour chaque fonction de notre corps. Par exemple, nous avons des gènes qui déterminent la couleur des yeux, la grandeur, le développement des muscles, les fonctions du cœur. Tous nos gènes sont présents en 2 copies puisque nous recevons une copie de chacun des gènes de notre père et de notre mère. À chaque grossesse, la transmission des gènes se produit au hasard. Les caractéristiques de l'enfant, comme sa ressemblance physique avec un parent, n'ont pas de lien avec les autres gènes qui lui ont été transmis. L'humain aurait entre 20 000 et 25 000 gènes. Les humains ont tous les mêmes gènes et sont pourtant tous différents. Ces différences s'expliquent par la présence de variations génétiques. Certains variants sont normaux et fréquents. Ils ne sont pas associés à des maladies. Certains variants ne causent pas de maladie, mais ont un effet sur des fonctions. Par exemple, le métabolisme d'un médicament et le risque d'effets secondaires résultent de l'effet d'un variant. D'autres variants dérèglent le fonctionnement d'un gène, ce qui en retour peut causer une maladie génétique. On parle alors de variants pathogéniques ou de mutations génétiques. Les variants pathogéniques ou mutations génétiques peuvent être sporadiques ou acquis. Se produisent dans certaines de vos cellules au cours de votre vie. Sont provoqués notamment par le vieillissement et les habitudes de vie, 2 des nombreux facteurs possibles. Les variants sporadiques ne se transmettent habituellement pas aux enfants. Les variants héréditaires sont transmis par votre père ou par votre mère dès votre conception, se trouvent dans toutes les cellules de votre corps, présentent un risque de transmission aux enfants de 50 %. J'ai donc le plaisir d'annoncer que le gouvernement du Québec accorde par le biais du programme d'aide à l'entrepreneuriat une aide financière d'1,2 million de dollars au réseau des femmes d'affaires du Québec pour appuyer la réalisation de ce projet. Les entreprises à propriété féminine sont de plus en plus nombreuses à s'investir dans la vitalité économique des régions et à accéder au marché public. Grâce à l'initiative du réseau des femmes d'affaires, encore plus d'entreprises pourront faire valoir leur expertise sur les différents marchés. L'initiative prévoit en effet l'accompagnement de 500 entreprises à propriété féminine dans 8 régions du Québec, soit celles du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, de Laurentides, Lanaudière et finalement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chacune de ces régions possède des particularités qui lui sont propres et qui seront prises en compte lors de l'accompagnement des entreprises. Dans le contexte actuel de la pandémie, nous devons miser sur les forces régionales pour relancer notre économie. Le projet du Réseau des femmes d'affaires du Québec est donc fort prometteur pour donner un nouvel élan des entreprises détenues par des femmes d'affaires passionnées et déterminées à assurer la compétitivité et la prospérité économique du Québec.
C'est exactement ce dont nous avons besoin pour relancer notre économie et faire croître davantage l'entrepreneuriat au féminin. Avant de compléter, j'aimerais dire un petit mot parce que personnellement, j'ai été en affaires quelques années, puis je dois avouer que les premières années ont été excessivement difficiles. Puis un programme comme celui du Réseau des femmes d'affaires du Québec m'aurait clairement aidé en région à déployer mes ailes plus rapidement comme entrepreneur. Donc, si je peux aider certaines entrepreneurs, peu importe où elles se trouvent au Québec, ce sera pour moi une grande réussite, une grande fierté de collaborer avec le Réseau des femmes d'affaires via ce programme qu'on met en place aujourd'hui. Être à la tête d'une organisation représente une étape majeure dans l'exercice du leadership au féminin. Entreprendre, construire et diriger au féminin est une décision importante que plusieurs femmes choisissent de prendre et que le Réseau des femmes d'affaires du Québec soutient avec brio année après année. Au Québec, les dernières décennies ont été marquées par une croissance de l'entrepreneuriat féminin. Pour preuve, la proportion de femmes parmi les entrepreneurs est passée de 19,8% en 1976 à 38,5% en 2019. Le goût pour l'entrepreneuriat féminin est également à la hausse. Je me réjouis de voir que tranquillement, on s'approche de la parité dans l'entrepreneuriat québécois. De plus en plus, on remarque que notre écosystème est mieux structuré et financé pour offrir aux femmes entrepreneurs des services de qualité adaptés à leur réalité. L'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple. Grâce à l'initiative du RFAQ, de nombreux entrepreneurs auront accès à une formation et à un accompagnement afin de propulser leur entreprise sur de nouveaux marchés, et ce, en fonction de leur réalité et des particularités de leur région. Dans le contexte actuel lié à la pandémie, cette initiative apportera assurément une bouffée d'oxygène à de nombreuses entreprises qui se verront offrir un outil de plus afin de relancer leurs activités. On a évidemment besoin d'initiatives comme celle-ci pour favoriser davantage l'essor de l'entrepreneuriat féminin dans toutes les régions. Alors, Madame la ministre Marie-Ève Proulx, Madame Isabelle Charest, ministre de la Condition féminine, distingués invités, chers membres, et merci beaucoup. En fait, je vous dirais que je suis un peu touchée. D'abord, je veux remercier le gouvernement du Québec parce que c'est très rare que pour l'accès, quand on parle d'accès au marché, qu'on a un soutien de la sorte. Alors, merci énormément. Je sais que la ministre a travaillé très, très, très fort. Alors, je veux la remercier personnellement parce que pour l'approbation de ce projet, je sais qu'elle a dû aller au front pour le réseau. Alors, merci. Votre appui nous était extrêmement précieux. Depuis qu'on est plongé dans la pandémie, tous les entrepreneurs ont dû relever des défis auxquels personne n'avait été vraiment préparé pour ça. Alors, certaines ont connu une croissance exponentielle, mais pour d'autres, ça a été beaucoup plus difficile. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous ont déployé quand même, autant que faire se peut, des stratégies pour maintenir l'activité économique en vie le plus vivant possible. Nous, ce qu'on a fait au mois d'août dernier, en collaboration avec EY et d'autres partenaires canadiens, on a fait un sondage partout au Canada pour savoir c'était quoi les priorités des femmes entrepreneurs pour traverser la turbulence et affronter la phase post-COVID, parce que c'est beau de la passer, mais on sait qu'après, il y aura aussi autre chose à laquelle on aura à faire face. Et ça a été très, très, très dominant comme réponse. 80% des femmes entrepreneurs ont dit nous, l'accroissement de la clientèle, c'est vraiment essentiel à notre survie et au succès de nos entreprises. Alors, c'est pour ça que, étant donné que c'était tellement dans notre créneau, on s'est dit, on a élaboré le projet qu'on a soumis à la ministre Proulx, et pour nous, c'était la réponse directe aux besoins réels et actuels des femmes entrepreneurs, c'est-à-dire le besoin d'avoir accès à des nouveaux clients et développer des nouveaux marchés. Alors, comme la ministre Proulx disait tout à l'heure, on sera dans 8 régions du Québec où est-ce que nous allons miser sur l'identification, la formation et l'accompagnement de près de 500 femmes entrepreneurs au cours des 3 prochaines années. Le but dans ça, c'est vraiment de leur donner des chances pour décrocher des contrats auprès des moyennes et des grandes entreprises. Alors, ce maillage-là, qu'on appelle inter-entreprise, va s'effectuer via la plateforme numérique qu'on a réalisée par le Réseau des femmes d'affaires du Québec avec le soutien de la Caisse de dépôt et placement du Québec l'an dernier.
Alors, ce qui est agréable, c'est qu'on démarre un projet avec les outils qui sont déjà en place. Alors, on aura des initiatives qui vont permettre d'adapter des différentes stratégies de maillage en fonction des réalités de chacune des régions, comme le disait la ministre tout à l'heure. Pratico-pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura sur le terrain deux équipes. Une équipe qui va être principalement pour travailler avec les femmes entrepreneurs du Québec et la deuxième pour travailler avec les grandes entreprises qu'on appelle souvent, chez nous, les grands donneurs d'ordre. Alors, la première équipe va avoir comme tâche d'identifier et d'intéresser 500 femmes entrepreneurs au projet. Parce que présentement, il faut se le dire, il n'y a pas un bouton magique où on va appuyer et on va dire OK, sors-moi une liste magique des entreprises à propriété féminine qui sont en croissance au Québec. Ça n'existe pas. Et le projet, avec l'aide de nos partenaires, c'est à ça que ça va servir aussi de se bâtir une liste ou une base de données pour être capable de travailler, de mieux les identifier, mieux les accompagner. Alors, cette équipe-là va aussi évaluer la capacité de ces entreprises-là et le potentiel à faire affaire avec des grandes entreprises. On va évaluer à ce moment-là leurs besoins de formation, de même que leurs besoins d'accompagnement aussi. Ensuite, on va les accompagner vers la plateforme dont on parle tout le temps, la plateforme Réfac Plus. Puis pour maximiser leur visibilité, chacune aura une page vitrine qui va leur permettre de faire connaître autant leurs produits et services et leur permettre d'être repérés par des moyennes et des grandes entreprises. Alors, en plus de la plateforme, on va avoir aussi d'autres initiatives plus locales, plus régionales, qui vont être d'organiser des mises en relation avec les femmes entrepreneurs et ces grandes entreprises-là, soit par table ronde ou encore par café virtuel pour leur permettre d'échanger avec les grandes entreprises et de connaître les façons, les bonnes façons pour être capable de faire des affaires ensemble. Cette équipe-là va aussi avoir une veille sur les appels d'offres qui vont être déposés parce que parfois, ce projet-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que les contrats sont à la mesure de la capacité des femmes entrepreneurs. Parfois, il y aura des appels d'offres qui vont être déposés et qui vont nécessiter la présence ou la contribution de 2 ou 3 entreprises à propriété féminine. Alors nous, notre rôle sera de les rapprocher, de les lier pour qu'elles soient capables de livrer la marchandise et d'avoir accès à ces grosses commandes-là, on peut dire. Et la deuxième équipe, elle, de son côté, va beaucoup plus travailler avec les grandes entreprises parce qu'on a besoin, de les solliciter, de les sensibiliser et de les mobiliser pour qu'elles fassent affaire avec des entreprises à propriété féminine. Alors, l'objectif est de recruter une centaine de ces entreprises-là qui vont accepter de soumettre à peu près 40 millions de dollars d'appels d'offres dans les 3 prochaines années. Et pour le réseau des femmes d'affaires, on a une espèce de particularité, c'est qu'avant de se lancer dans quelque chose, on a fait des pilotes cachés en arrière et on a déjà 25 grandes entreprises qui sont engagées dans le processus et qui ont très hâte de commencer. Alors pour nous, c'est un signe qui est très, très prometteur. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui est de retour pour une nouvelle capsule astrologie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les prédictions pour cette semaine. On va essayer de faire tous les signes, donc on va essayer de condenser la chose. Donc premièrement, je vais commencer avec les béliers, qui est le premier signe du zodiaque. Donc en amour, vous allez savourer de doux moments amoureux si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, on vous souhaite une bonne chance, mais c'est peut-être pas la meilleure semaine pour rencontrer. C'était dans ces derniers temps, mais là, présentement, il y a un peu moins de chances de succès. Niveau travail et argent, la seule personne capable de faire un premier pas vers le succès et la réussite, c'est vous. Et vous allez devoir faire des changements professionnels importants pour garder le cap sur vos objectifs. Vous allez toutefois devoir prendre du temps afin de peser le pour et le contre des choix que vous allez faire parce que Mercure rétrogradera jusqu'au 24 février prochain, ce qui va être propice à faire des choix dans votre vie. Taureau, en amour, vous allez prendre des mesures draconiennes pour arranger votre couple. Vous allez devoir prendre les grands moyens pour rétablir aussi une situation familiale qui s'est dégradée. Et vous avez vraiment le vent dans les voiles dans vos relations. Niveau travail et argent, vous prenez très au sérieux votre vie professionnelle et vous ne déciderez de rien à la légère.
C'est une excellente stratégie si vous avez des choix importants à faire. Gémeaux, en amour, les enfants pourraient vous en faire voir de toutes les couleurs depuis quelque temps et dans votre couple, ça stagne un peu. Travail et argent, vous allez devoir mettre de l'avant plusieurs projets que vous alliez peut-être délaisser parce que la rétrogradation de Mercure entraîne beaucoup d'incompréhension et de mésentente. Il va falloir clarifier les choses pour pas que ça s'envenime. Pour les cancers, en amour, plusieurs parmi vous roucoulent de bonheur. Et même les célibataires, c'est une excellente opportunité de rencontrer quelqu'un. Niveau travail et argent, vous pourriez décrocher un nouvel emploi ou vous serez promu à de nouvelles fonctions. Vous pourriez même réaliser un vieux rêve comme celui de vous lancer en affaires. Donc, ça va très très bien niveau argent. Néanmoins, étant donné que Mercure rétrograde, ne précipitez rien et prenez le temps de bien analyser la situation avant de vous engager. Lion, comme les semaines précédentes, ça stagne encore en amour, mais la famille, les proches notamment, vous apporteront un bon réconfort et du soutien. Travail et argent, étant donné que Mercure rétrograde, ce n'est pas le temps de prendre les choses du mauvais côté pour le lion, surtout si tout se mettait à aller de travers. Prenez un temps de réflexion et voyez si d'autres options s'offrent à vous. Les vierges en amour, eh bien, de belles perspectives amoureuses s'ouvriront à vous cette semaine, et même davantage que les semaines passées. Votre vie professionnelle, elle, connaît une très belle expansion. Mercure est en pleine rétrogradation et son énergie de recul occasionnera des retards, mais ce ne sera pas des retards qui vont être négatifs. Ça va vous permettre de prendre du temps pour vous et de vous perfectionner. Les balances, eh bien, en amour, vous ferez sensation. Vous serez par le fameux le centre d'attraction, même si vous êtes sur des rencontres Zoom, là, ça va vraiment être très positif en amour. Travail et argent, ça pourrait qu'une rencontre professionnelle vous donne des ailes, donc vous allez peut-être avoir une promotion. Cela dit, les confirmations officielles finiront par arriver, donc ça ne va pas être tout de suite. Les scorpions en amour, certains d'entre vous entretiendront de bonnes relations amicales et amoureuses. La belle Vénus vous fera rencontrer l'amour, donc vous êtes aligné avec cette planète-là, ce qui est très propice niveau amoureux. Travail et argent, Mercure rétrograde, comme je l'ai dit, ça fait vraiment fortement ressentir ses effets sur le Scorpion. Il va y avoir des bons événements dans votre vie ainsi que des retards, des blocages imprévus. Ça se chambranle les événements dans votre vie. Sagittaire, en amour, vous allez vivre certaines rivalités amoureuses. Donc, vous allez devoir affirmer votre dominance sur votre partenaire qui va peut-être essayer de vous gruger votre énergie. Ça va être le temps de reprendre contrôle. Travail et argent, vous déclencherez de nouveaux projets, ce qui est très positif, mais vous allez avoir de la misère à les gérer. Ça va être très, très difficile parce que ce n'est pas tout le monde qui va vous aider dans ces projets-là. Capricorne, certains parmi vous subissent une sorte de crise relationnelle. Mercure rétrograde, que voulez-vous, c'est ça qui se passe. Là. Il y a vraiment des bouleversements dans votre vie et ça se fait sentir au niveau de vos relations. Néanmoins, c'est totalement l'inverse au niveau du travail. Les problèmes vont être résolus. Beaucoup de chances de demander de l'aide financière et professionnelle dont vous avez tant besoin. Verseau, c'est une période positive pour construire votre relation amoureuse. Donc, c'est vraiment une bonne croissance à ce niveau-là. Travail et argent, c'est le temps de bouger, d'agir, faire des choses. Donc, Mercure rétrograde, donc avec Mercure, vous pilerez sur votre orgueil et oserez contacter les bonnes personnes. Vous faites des changements et ça se sent. Les poissons, eh bien, qui sont très, très émotifs, Mercure, comme je parlais, bien, sur les poissons, ça se sent directement dans vos émotions. Vous allez vous sentir blessé, brassé dans tous les sens. Donc, il va falloir se tenir debout et pratiquer peut-être le détachement parce que ça va être très, très plein d'émotions ces temps-ci. Le temps de vous affirmer est néanmoins venu. Donc, si vous voulez avoir la chance de conclure de bonnes affaires, la chance matérielle est présente. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine et on se revoit pour une prochaine capsule astrologie.